Bonjour. Bonjour tout le monde. Nous avons une journée bien remplie, alors je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Asseyez-vous confortablement. Je vous donne quelques instants car nous allons débuter dans quelques secondes. Déjà, on sent qu'il y a un désir d'échanger, de collaborer. Ça donne le ton pour cette grande journée qui nous attend. Soyez les bienvenus à la 5e rencontre annuelle des partenaires. Pendant que vous prenez place, je vais prendre un instant pour me présenter. Alors, je m'appelle Alison Van Rassel. J'ai le plaisir d'animer la rencontre annuelle des partenaires de la politique bioalimentaire 2018-2025, Alimenter notre monde pour la 3e année déjà. Merci de m'accueillir dans cette journée. C'est vraiment un sujet qui me passionne, donc je suis vraiment fière d'être là. Puis ceux qui étaient là l'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, pas de boîte de pommes cette année. Checkez-moi les talons. J'ai les plateformes. Je vais être correct pour faire face à Monsieur le ministre Lamontagne. Blague à part, c'est vraiment beau de vous voir réunis aussi aujourd'hui. Malgré la lumière, je vois qu'on est environ 330, 340 en salle ici à Drummondville. Virtuellement aussi, je salue les gens à la maison, environ 250. On me glisse à l'oreille. Ah, il y a des gens en pyjama. Ah, bien, c'est parfait. Écoute, le confort d'abord, on n'est pas là pour juger personne. Merci d'être là, même si vous êtes en pyjama. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, on a vraiment une super journée, vraiment bien remplie aujourd'hui. Des fois, quand il y a des choses intéressantes qui se disent, là, on veut sortir notre calepin de notes, on veut prendre des notes, je vois des ordinateurs aussi. C'est pas grave si vous n'avez pas le temps de prendre des notes parce que tout ce qui se passe ici aujourd'hui ne reste pas ici. Ce sera sur la chaîne YouTube du MAPAC. Donc, vous pourrez aller consulter l'intégralité de la journée d'aujourd'hui, revoir les discussions, les questions, les sections qui vous interpellent le plus. Comme ça, vous pourrez prendre des bonnes notes aussi pour l'avenir de votre entreprise ou vous-même en tant que consommateur. Avant de débuter, je vais vous donner quelques consignes. Je pense que la chose la plus importante aujourd'hui, puis je vois déjà quelqu'un qui le fait, prendre de l'eau. Boire de l'eau, l'importance de l'eau dans notre vie. On va en parler aujourd'hui, mais c'est important de se garder bien hydraté, surtout dans des journées très, très occupées comme aujourd'hui. Fermez le son de votre appareil cellulaire, s'il vous plaît. Ne le mettez pas sur avion parce que je vais vous donner quelques précisions aujourd'hui sur comment, dans quelques instants, sur comment on va interagir ensemble aujourd'hui avec vos appareils cellulaires. Toutefois, comme je vais vous poser plusieurs questions, on aura la chance d'échanger ensemble. Il y a 2 tables au fond complètement ici et je crois aussi à ma gauche, votre droite, il y a des bornes de recharge. Donc, si vous avez vos fils, vous pouvez brancher tout ça, vous assurer d'avoir l'énergie au maximum. On va interagir. On va interagir ensemble. Vous qui assistez à la politique bioalimentaire, que vous soyez à la maison ou ici, vous savez à quel point on vous pose des questions. On aime ça, l'échange, parce que ça fait partie justement de, je pense, l'ADN de ces rencontres annuelles. Vous êtes ici à la maison, vous prenez part à ce rassemblement, échangeons justement, portons un regard sur l'avenir, sur le passé, mais ici, maintenant. Vous le savez, le projet de la politique bioalimentaire, c'est un projet de société que le Québec s'est donné. Puis depuis 5 ans, c'est vous qui faites vivre cette politique-là au quotidien à travers votre engagement et vos actions. On entame donc la dernière année, cette année, et les démarches pour l'actualisation de la prochaine politique bioalimentaire vont très bon train. Dans la dernière année, le ministre Lamontagne, d'ailleurs, en a profité pour avoir de nombreuses rencontres avec vous, certains des partenaires ici dans la salle aujourd'hui, pour prendre le pouls des enjeux. C'est important de bien s'informer sur le terrain, mais aussi des pistes d'action pour l'avenir. Il aura l'occasion, d'ailleurs, d'en parler plus en détail dans quelques instants. Avant d'inviter justement le ministre Lamontagne à prendre la parole, on va mettre la table sur comment on peut prendre le pouls justement de votre voix, vous qui êtes ici aujourd'hui, mais aussi tous les autres jours de l'année. D'abord, si on est réunis ici aujourd'hui, c'est parce qu'on est tous concernés par le contenu de notre assiette. Je pense que vous êtes pas mal d'accord avec moi. Oui? Est-ce que vous êtes concernés par le contenu de votre assiette? Est-ce que je rêve? Non? Oui, Faites-vous entendre? Oui? Oui. Parfait, merci. Génial. Donc, si vous répondez oui comme moi, je pense que c'est impératif de participer à la consultation publique qui a lieu en ce moment.
Vous contribuerez donc à façonner l'avenir de cette assiette qui nous concerne tous. Allez consulter le site consultation.québec.ca. Ajoutez ça dans votre favori. Demain matin, en prenant votre café à la maison, tranquille, le beau soleil, prenez le temps de répondre aux sondages, aux questions, donnez votre opinion. Si on ne participe pas, on ne sait pas quels sont les enjeux qui vous touchent, vous, personnellement. Le lien vers la consultation, pour ceux qui nous écoutent virtuellement, c'est dans l'onglet « Liens utiles ». Là, je pointe en bas, je ne sais pas si c'est en bas, à gauche, à droite, mais bref, c'est là, c'est sur la plateforme interactive. Puis, mais le secrétariat de la politique bioalimentaire s'est donné comme objectif cette année, puis ça, je pense que ça va vous faire sourire aujourd'hui, de mettre en lumière des retombées positives de la politique et de ses partenaires. Je vous rappelle que le gouvernement s'appuie sur la politique bioalimentaire pour élaborer les programmes, mettre en place des mesures. Je pense que vous allez m'entendre souvent le redire au courant de la journée. C'est important d'entendre votre voix. C'est important que vous participiez à ces questions-là, ces échanges aujourd'hui, mais aussi à la consultation publique, comme je mentionnais. C'est grâce à vous, tous ici, mais en fait tous les citoyens qui mangent littéralement, que la politique bioalimentaire prend vie et que ses retombées sont tangibles. Donc, le secrétaire, comme je disais, le secrétariat de la politique bioalimentaire veut connaître vos bons coups pour inspirer le secteur bioalimentaire. L'équipe veut valoriser vos efforts au quotidien, vos actions au quotidien. Elle veut aussi promouvoir une alimentation durable et responsable. Donc, que vous soyez ici agriculteur, transformateur, distributeur, restaurateur, chercheur ou peut-être même juste un citoyen engagé, j'ajouterais un mangeur, point. On vous invite à partager vos réussites. Peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui a des belles réussites, qui fait des actions concrètes justement dans le but de mettre de l'avant une alimentation responsable et durable. Partagez les informations avec le secrétariat de la politique bioalimentaire. Pour les gens en ligne, encore une fois, le courriel se trouve dans l'onglet « Nous joindre » de la plateforme interactive. Pour les gens en salle, il se trouve sur le carton. Vous avez tous un petit carton là, sur vos tables. Donc, vous avez l'information là directement. Si aujourd'hui n'est pas le bon moment pour vous, s'il vous plaît, prenez une photo. Vous avez tous votre téléphone cellulaire en ce moment. Je vois des ordinateurs. Prenez une photo. Vous aurez le courriel en main. C'est bon tout au long de l'année. Pas juste aujourd'hui, pas juste demain, tout au long de l'année. Parlant d'initiatives à mettre en lumière, comment trouvez-vous notre décor? Quand même, hein? C'est ce qu'on appelle le concept de la biophilia. Absolument, absolument. Ça sent tellement bon. Je pense que c'est probablement la scène la plus luxuriante que j'ai vue au Québec. Là, je ne pense pas avoir vu quelque chose d'aussi beau. Peut-être que M. le ministre Lamontagne pourra nous en parler tout à l'heure, mais ça sent tellement bon ici sur scène en ce moment. C'est une réalisation de M. Christian Duchesne. Il est agronome, enseignant retraité en horticulture sous l'initiative de Québec vert. Tu sais, le secteur bioalimentaire, on pense toujours que c'est seulement les agriculteurs, c'est seulement les distributeurs, seulement les experts et les chercheurs aussi, mais savez-vous qu'il y a aussi des pêcheurs, il y a aussi des transformateurs et il y a des gens qui font pousser des végétaux qui servent à embellir, comme c'est le cas ici. Avez-vous vu les petites patates? Je ne sais pas là, si vous avez vu les petites patates. Moi, j'avais envie de me faire un collier. On m'a suggéré que c'était peut-être pas une bonne idée, ça allait miner ma crédibilité, mais reste que... C'est une blague. Les petites patates, je les trouve vraiment cool. Il y a des... pendant la pause, là, tout à l'heure, peut-être que vous pourrez prendre le temps de regarder les petits détails. Le secteur horticole est donc un des piliers importants pour mettre la table afin de nourrir le Québec de demain. L'équipe est parmi nous aujourd'hui. Je crois, est-ce que vous pouvez vous lever, la gang des horticulteurs derrière la réalisation? Sont-ils là? Ouais! Bonne main d'applaudissement. Bravo. Merci. Excellent travail. Donc, dans cette idée de mettre l'avant les bons coups, encore une fois, je l'ai souligné, on veut promouvoir les belles initiatives. Je suis allée à la rencontre cette année de 3 entrepreneurs qui font une différence dans leur milieu avec leurs projets qui découlent de la politique, mais je ne vais pas vous le montrer tout de suite, je vais vous laisser languir un peu. On va vous présenter des capsules vidéo tout au long de la rencontre. Si vous me suivez un petit peu sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, là, si vos enfants connaissent le Salut les gourmands, je pense que vous allez vous reconnaître aussi. Beaucoup de plaisir, mais encore une fois, l'idée de mettre de l'avant des initiatives porteuses. Donc, je pense que vous allez constater aussi en même temps que peu importe le geste, aussi petit soit-il, ça mène à des résultats concrets.
Les capsules, en passant, seront aussi présentées au cours de l'année sur les différents réseaux du MAPAC. Donc, la mise en lumière de vos initiatives, c'est quelque chose qui importe beaucoup au secrétariat de la politique bioalimentaire. Collectivement, on met la table pour l'avenir. C'est la thématique d'aujourd'hui. Or, je viens de faire la mise en bouche. Je vais faire des mauvais jeux de mots de même toute la journée, je m'excuse. Je laisse le soin au premier ministre du Québec, M. François Legault, de mettre officiellement la table pour notre journée qui sera riche en échanges. On l'écoute. Bonjour tout le monde, je veux vous souhaiter la bienvenue à cette 5e rencontre annuelle des partenaires de la politique bioalimentaire. Notre politique bioalimentaire 2018-2025 arrive bientôt à échéance. Donc, aujourd'hui, on veut mettre la table pour notre prochaine. On a besoin de vous autres, nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos transformateurs. C'est vous qui savez ce que ça prend pour mettre des aliments de qualité dans les assiettes des Québécois. Et le secteur bioalimentaire, bien, c'est primordial pour notre économie. On compte sur votre expertise pour nous aider à identifier les priorités des prochaines années. On a déjà quelques pistes. Par exemple, on sait que c'est important de réduire la paperasse pour que vous puissiez passer plus de temps dans un champ puis moins dans le bureau. On veut vous aider parce que vous nous rendez fiers de produire nos propres aliments, d'occuper notre territoire, d'avoir des belles régions en santé. Donc, je veux vous dire merci pour votre travail, puis bonne rencontre. Merci, merci, Monsieur le Premier ministre. Donc, la mise en bouche est faite, la table est mise, si vous me permettez. Le prochain invité va nous ouvrir l'appétit, littéralement, car il porte la politique bioalimentaire depuis son arrivée au ministère. Il est le fier ambassadeur de cette politique. J'invite sur scène le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Drummondville, bienvenue chez nous. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais ça fait 5 ans qu'on fait la politique, la rencontre à Drummondville. Ça doit être un hasard, mais très heureux de vous accueillir chez nous. Allison, effectivement, écoute, il y avait une caisse de pommes. C'était quasiment dangereux quand je montais sur la scène, bouge la caisse de pommes, tout ça. Les souliers, c'est une bonne idée. Moi, ma blonde est un peu plus petite que moi. Puis des fois, quand elle veut se surélever un peu, elle met ce qu'elle appelle ses souliers de ministre. Puis, avec des bonnes plateformes. Fait que des fois, elle m'accueille, je dis « Ah, t'as mis tes souliers de ministre aujourd'hui. » Je ne sais pas si on va avoir des discussions, mais en tout cas. Fait que, ben, bravo d'avoir pensé là, avoir un autre système ici sur la scène. Vous savez, je le rappelle, quand je suis arrivé, moi, il y avait un travail exceptionnel qui avait été fait par tous les partenaires au Québec du secteur bioalimentaire pour rédiger puis mettre en place cette politique bioalimentaire qui s'appelait « Alimenter notre monde », qui était pour la période 2018-2025. Puis quand je suis arrivé en poste, c'est sûr que j'ai pris connaissance de tout ça, puis je me suis dit, écoute, tout ce beau monde-là, ils ont travaillé fort, là, fait qui suis-je, moi, pour commencer à juger si c'est bon, pas bon, puis je ne connaissais pas grand-chose là-dedans, bien honnêtement. Fait que c'était mieux de ne pas toucher à ça. Par contre, moi, ce qui m'était cher, c'est, OK, comment on opérationnalise cette politique-là. Puis c'est là qu'est venue l'idée vraiment d'avoir une démarche pour faire la mise en œuvre, le plan d'action de la politique bioalimentaire. Puis c'est là qu'on a commencé toutes les rencontres avec chacune des filières, puis faire les suivis, puis au début, on appelait ça les feuilles de route. Tous les groupes, là, que ce soit au point de vue de la production agricole, de la transformation, les territoires, la saine alimentation, tous les partenaires de la politique ensemble avaient ultimement des feuilles de route à mettre en place. Puis après ça, au fil des années, ça a été d'actualiser ces feuilles de route-là, ça a été de faire le suivi de ces feuilles de route-là. Puis l'idée en arrière de tout ça, c'est d'avoir une espèce de véhicule qui nous invite à nous mobiliser, à nous garder mobilisés, à développer une vision, à chercher à mettre en œuvre cette vision-là. Fait que c'est tout ça qu'on accomplit dans un premier temps, en ayant la politique qui se veut une boussole,
mais après ça, les plans d'action, les plans de mise en œuvre qui vont avec la politique. Puis, comme Alison nous disait, on a tenu 5 rendez-vous jusqu'à maintenant, puis là-dessus, il y en a un qui c'est un rendez-vous virtuel. Je ne sais pas si vous en avez le souvenir. Moi, j'étais dans un studio à Québec, c'était un petit peu surréel, mais on était 6 ou 700 qui étaient en ligne, puis honnêtement, les gens, comment ça avait été organisé, comment les gens étaient venus contribuer, les entrevues, tout ça, mais ça avait été une expérience, mais en même temps, moi, ce qui est important, c'est qu'on avait entrepris un peu, je voulais mettre en place cette espèce pas une habitude, mais de tradition d'avoir cette rencontre-là. Puis pour arriver à la rencontre, bien, je veux dire, il y a un travail qui se fait en amont. Fait que pour moi, même s'il y avait la pandémie, il n'était pas question qu'on fasse une pause. Fait qu'on a continué à notre façon. Puis honnêtement, je suis très, très heureux, très fier qu'on ait réussi à continuer ça. Puis aujourd'hui, mais c'est la 5e rencontre. Puis en toute cohérence avec la politique, là, depuis qu'on est en place, il y a vraiment plusieurs initiatives phares qu'on a mis en place puis qui sont directement alignées avec la politique. On a juste à parler à la stratégie pour accroître l'autonomie alimentaire qu'on a annoncée à l'automne 2020, la stratégie nationale d'achat des aliments québécois qu'on a annoncée à l'automne 2020, la stratégie de croissance des serres qu'on a annoncée à l'automne 2020, le plan d'agriculture durable puis le plan de soutien à l'investissement. Puis tout ça, ça a généré des actions majeures qui donnent des résultats concrets sur le terrain aujourd'hui, mais aussi qui vont avoir des effets pendant des années à venir pour tout notre secteur, pour la société québécoise. L'actuelle politique 2018-2025 est entrée dans sa dernière année. C'est dans ce contexte-là que j'ai lancé les travaux à fin janvier qui visent à renouveler, actualiser, si on veut, la politique pour arriver avec la politique bioalimentaire 2025-2035. Puis c'est sûr qu'on ne part pas de zéro, on s'entend là-dessus, mais en même temps, bien, je veux dire, on est dans des temps qui sont changeants. Puis c'est vraiment le temps de se projeter, puis c'est l'exercice qu'on a commencé à faire au cours des derniers mois, mais de se projeter vers l'avenir, de regarder par en avant, puis de voir ça ensemble. Puis, chose qui est certaine, c'est que tout se transforme autour de nous, puis il faut s'assurer que la politique vienne tenir compte de ces nouveaux défis-là qui sont présents, mais aussi qu'il y en a plusieurs qui s'accentuent. Puis si plusieurs cibles, parce qu'on s'était donné 7 cibles, c'est une façon de mesurer un peu aussi notre action à travers tout ça. Plusieurs cibles, des résultats sont ouverts, bien, il faut être lucide aussi, c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Puis qu'on pense à tous ces défis-là qui sont montés encore à la surface de façon importante au cours des dernières années, là, qu'on pense aux aléas climatiques. Puis c'est sûr que la saison très difficile qu'on a eue en 2023 est un peu quasiment une caractérisation de ce qui est maintenant, mais peut-être de défis importants qui nous attendent les années à venir. La question inflationniste, ça faisait des années qu'on vivait dans un système stable, au niveau de notre système d'approvisionnement, l'inflation des prix, tout ça, puis on a eu comme une explosion en quelque temps. Toute la question de la main-d'œuvre. Au cours des dernières années, là, depuis le lancement de la politique, il y a vraiment eu une transformation ou l'arrivée de défis là, qui sont vraiment très, très significatifs. Puis, c'est certain que ces défis-là, bien, plus on va être ensemble à convenir de la direction vers laquelle il faut regarder, bien, plus ça va nous aider dans notre mobilisation puis dans notre façon de mettre en œuvre ce qu'on doit faire pour, ultimement, accomplir ce qu'on veut accomplir. Puis c'est certain aussi qu'une clé importante pour relever ces défis-là, bien, ça réside dans toute la question de l'innovation, à tous les niveaux puis toutes ses formes. C'est sûr que quand on pense innovation, on pense souvent technologie, hein, puis il y a une partie importante de l'innovation qui est liée à la technologie, mais aussi, quand on parle d'innovation, ça va d'une façon aussi simple dans nos manières d'échanger, nos façons de mettre en œuvre nos bons coups. C'est Alison qui parlait de ça. Mais surtout aussi, comment on vient qu'à partager nos réponses à ce qui vient bouleverser nos plans. Parce que plusieurs dans la salle ici, au cours des années, vous avez mis en place des plans, vers où vous voulez aller, comment vous voulez le faire, puis il survient toutes sortes d'occasions qui font en sorte qu'à un moment donné, le plan, il faut quasiment le mettre aux poubelles et en faire un autre. T'sais. Alors, l'importance comme secteur, qu'on soit vraiment, qu'on innove dans notre façon d'être ensemble, de contribuer l'un à l'autre, d'accueillir ce qui se passe, de s'enrichir de ce qu'un autre peut vivre ou de sa façon de résoudre ou de faire face à ces défis, bien encore là, il y a de l'innovation qui est là-dedans. Puis, au cours des derniers mois, bien moi, chaque année, à partir de la fin janvier, je commence les rencontres. On appelle ça les pré-rencontres pour le sommet, la rencontre des partenaires. Cette année, c'est 13 rencontres que j'ai faites de tous les secteurs, de tous les groupes qui sont associés à la politique
Parallèlement à ça, en juin 2023, j'ai lancé là, toute une grande réflexion sur le territoire agricole et les activités agricoles. Alors, ça a été le lancement de la consultation nationale sur le territoire, les activités agricoles. Puis, on a d'ailleurs tenu une grande journée ici même à Drummondville, il y a 2 semaines, avec tous les partenaires ou pour les gens qui sont impliqués dans la question du territoire, des activités agricoles. Puis, on va s'assurer que la prochaine politique va intégrer des pans, des résultats de cette grande consultation-là sur le territoire. Au cours des 13 pré-rencontres aussi, c'est certain qu'on on en avait parlé déjà l'an passé, mais l'importance d'attirer de la relève. Puis oui, de la relève au niveau de l'agriculture primaire, oui, de la relève au niveau de la transformation, mais de façon plus large aussi, c'est de la relève dans tout notre secteur bioalimentaire, parce que dans un contexte de rareté de main-d'œuvre où il y a moins de talents disponibles, bien, je veux dire, plusieurs secteurs sont en compétition. Fait qu'on a vraiment soulevé l'importance de faire en sorte qu'on puisse attirer puis retenir au sein du secteur bioalimentaire les talents dont on a besoin. Puis, ça passe naturellement par valoriser davantage les professions qui sont liées à notre secteur d'activité. Puis, valoriser, oui, ça va aider à attirer de la relève, mais aussi, ce qui est important, c'est que ça va mettre en lumière la qualité de ce qui se fait ici et maintenant par vous tous. Puis ça, c'est important parce que, tu sais, au-delà des résultats économiques, au-delà de la contribution, c'est ça, économique du secteur bioalimentaire, bien, c'est toutes les retombées qu'on a au plan social, qu'on a au plan culturel, qu'on a au niveau de l'habitation du territoire. Là, c'est Martin qui aime ça qu'on parle d'habitation au lieu d'occupation du territoire, là. Alors, une chose qui est sûre, c'est que plus les citoyens du Québec, les hommes, les femmes, plus les consommateurs vont comprendre l'aspect essentiel de votre rapport à tous pour le Québec, bien, plus ils vont pouvoir souhaiter d'être complices, de votre développement, mais aussi de votre réussite. Puis à la base de notre réussite, bien, c'est ça, plus il va y avoir ce lien-là tissé serré entre les Québécois, les Québécoises, les consommateurs, les consommatrices, puis notre secteur, puis nos façons de faire, bien, plus ça va assurer la pérennité puis la prospérité de notre secteur. Avec la politique, très important, miser sur le dialogue, miser sur la collaboration, mais ça, pas seulement au sein des filières, puis entre les filières. Il faut vraiment aussi qu'il y ait de la collaboration, puis de la discussion entre les ministères qui ont un lien avec le secteur bioalimentaire. Puis, la politique bioalimentaire, là, quand on commence à expliquer ça, puis à faire du travail avec les différents ministères autour de ça, là, les gens peuvent venir qu'à comprendre, puis les gens s'élèvent, puis comprendre l'importance, ultimement, là, de traiter ça d'une façon qui est coordonnée. Il faut qu'on traite ça d'une façon qui est intégrée. Puis pour lancer les travaux de la politique cette année, à fin janvier, avec Cyrano, il y a une journée qui a été organisée à Québec où il y avait une 40aine d'organismes, ministères qui étaient présents. Puis justement, ils ont passé une journée à échanger puis à discuter de la politique, mais après ça, comment leur lien avec la politique, puis comment ils peuvent être aidants, puis des facteurs contribuants dans la mise en œuvre de la politique. Puis moi, j'appelle ça l'importance, si on veut, de développer le réflexe agricole. C'est que chaque groupe, chaque organisation qui ont un lien avec notre secteur, il faut qu'à un moment donné, ils réussissent à prendre une perspective. Là. Notre secteur, ce n'est pas un secteur comme les autres. Puis plus on va, à chaque fois qu'on s'apprête à poser un GEF, à adopter une réglementation, à prendre une décision, on va être capable, ou que les gens qui prennent les décisions vont être capables de prendre un petit recul, puis de se poser une question, savoir quel sera l'impact de ce geste-là pour la communauté du bioalimentaire. Est-ce que ça va être un impact positif, négatif? Alors, plus on va réussir tous ensemble à élever ou à cultiver ce réflexe agricole-là chez les parties prenantes, qui sont les partenaires de notre grand secteur, bien, plus encore là, on va avoir un secteur qui va pouvoir être plus efficace, mais aussi qui va pouvoir compter sur une plus grande adhésion. Puis s'il y a de plus en plus de gens qui sont focus, si on veut, par rapport à notre secteur, bien, encore là, les conditions de succès et les conditions de pérennité vont être accrues. Alors, le travail de réflexion pour la nouvelle politique, il est bien entamé. C'est un travail, naturellement, qui est appelé à se poursuivre au cours des mois qui s'en viennent, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça marque un peu un temps d'arrêt, mais en même temps, c'est comme arriver sur un tremplin, puis qu'à un moment donné, Sylvie Bernier est ici, elle sait de quoi je parle, mais on se donne comme un élan, puis maintenant, on se donne un swing, puis là, on se lance par en avant. Mais aujourd'hui, moi, je vois ça un peu comme une opportunité de faire un temps d'arrêt, mais après ça, de se relancer, parce qu'au cours des prochains mois, il y a beaucoup de travail qui va se faire pour, après ça, arriver
au printemps prochain avec la politique 2025-2035. Fait que la table est mise pour aujourd'hui. On va vous partager des informations très éclairantes. C'est sûr que j'en ai eu une petite idée un petit peu avant vous autres. Puis honnêtement, il y a beaucoup de bonnes choses qui vont être partagées aujourd'hui. On va avoir des témoignages aujourd'hui aussi d'entrepreneurs, de toutes sortes de spécialistes encore là qui vont être très, très éclairants. Puis à travers ça, aussi, j'ai hâte de vous entendre aujourd'hui. Alors, je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Puis on va se retrouver en fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci, Monsieur le ministre. Mes souliers de ministre. Juste une blague. En passant, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, l'honorable Lawrence MacAulay, tenait également à remercier les producteurs et productrices ainsi que les entreprises agroalimentaires présents aujourd'hui en salle, mais aussi virtuellement, je vous le rappelle. Vous pouvez prendre connaissance de son message dans la section « Liens utiles » de la plateforme participative qui se trouve à l'adresse suivante, webdiffusionmontréal.ca/rencontre partenaire avec un S 2024. L'idée était de mettre de l'avant justement notre secteur bioalimentaire qui est de classe mondiale. Bon, bien avant qu'on vous présente le premier panel, moi j'aimerais ça en savoir un petit peu plus sur vous. On va se rendre sur Slido. Vous le savez, ceux qui avaient participé par le passé à ces échanges interactifs tout au long de la journée, faut se rendre sur l'application Slido. Vous avez tous reçu une petite cocarde en arrivant avec votre nom. Tournez-la, surprise, petit code QR. Vous pourrez donc, à l'aide de votre appareil photo, avoir accès directement à la plateforme où nous allons pouvoir interagir, vous et moi, directement tout au long de la journée. Pour les gens en pyjama à la maison, si vous êtes toujours là, merci de l'être, l'onglet « Sondage » dans la boîte de dialogue. C'est là où vous pourrez répondre aux différentes questions tout au long de la journée. Et donc, la première question du jour, on va briser la glace. Est-ce que vous la voyez? Vous les voyez aussi en même temps sur les écrans. Je veux savoir, quelle région habitez-vous? On représente, quelles régions sont représentées ici aujourd'hui? Donc, en salle, à distance, prenez un moment, s'il vous plaît. Quelle région habitez-vous? Clairement, la Montérégie est forte en ce moment. Chez moi, la capitale nationale, Québec. Salut Québec! Bonsoir, toute la gang. Montréal, la Naudière. Petite référence à Paul McCartney ici, ceux qui étaient au spectacle sur les plaines. Quand on laisse un serment, wow! Je pense que Longueuil Beach. Génial. La Terre. Ah, des écologistes. J'aime ça. Île-de-la-Madeleine, Laurentides, Saint-Hyacinthe, Gaspésie, Lac-Saint-Jean, Racine, Méchambault, marché fermier à Racine. Saint-Hyacinthe-Lebinière, quand même, c'est le fun de voir que plusieurs régions du Québec, pour ne pas dire, je pense qu'on a probablement les 18 régions du Québec qui sont représentées là-dedans. On pourrait faire un petit décompte rapide, mais espérons-le toutefois. Merci d'être là. Donc, entrons dans le vif du sujet. La table est mise, on a eu la mise en bouche. On va sortir les ustensiles. OK, je vais arrêter les jeux de mots avec le repas. Cette rencontre, en passant, et je le répète, marque les 5 ans de la politique bioalimentaire et vous en avez fait du chemin depuis son lancement. Pour avoir une idée de l'ampleur de ce qui a été réalisé ensemble, nous avons invité un sympathique duo d'experts qui présentera le bilan des cibles. Bilan certes, mais aussi quelques perspectives pour qu'on se donne des ambitions pour l'avenir. J'invite donc, retenez vos applaudissements s'il vous plaît, Madame Marie-Ève Gaboury-Bonhomme et Monsieur Maurice Doyon, tous deux professeurs au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Accueillons-les chaleureusement. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien?
Super. Alors, on va demander de mettre la présentation. Ça nous fait très plaisir à Maurice et à moi d'être présents parmi vous. On va vous faire un rapide bilan des cibles de la politique, mais aujourd'hui, on va surtout, dans notre objectif, réfléchir au contexte puis poser quelques pistes pour les perspectives d'avenir. Parfait, je vois mes présentations en avant. Alors, avant de parler du futur ou du présent, c'est toujours bon de se rappeler très rapidement, sans tomber trop dans le passé, de ce qui s'est passé avant nous. J'ai vu que je n'étais pas la seule à avoir quelques cheveux gris, donc vous vous souviendrez sûrement des événements qui sont sur ma ligne de temps à l'avant, qui montrent en fait les grands moments où on s'est posé collectivement des questions sur l'avenir du secteur bioalimentaire, soit des grands sommets, des conférences ou des politiques qui ont été mises en place au fil des années. On est rendu au bout de la ligne de temps avec la politique actuelle et le plan d'agriculture durable que j'ai mis également, qui fait partie de cette politique-là. Les choses ont évolué dans le contexte qui entoure cette politique-là. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, je ne vous apprends rien, on était beaucoup dans la modernisation de l'agriculture et la protection des revenus agricoles. Pour assurer cette modernisation-là, le message était clair au secteur: produisez plus pour nourrir les villes et à moindre coût. Et je vous dirais que ce message-là reste encore très présent aujourd'hui. Dans les années 90, avec l'accord agricole de l'OMC, on était beaucoup dans le paradigme du libre marché, de la mondialisation, et le commerce agricole était intégré dans ce libre marché-là. Et donc, toute la notion de compétitivité des entreprises avec les entreprises d'ailleurs a pris une place importante qui reste encore présente aujourd'hui. Et ce que j'ai mis dans les flèches bleues, c'est l'arrivée de plus en plus grande des attentes sociétales face au secteur. Je ne vous apprends rien, on est passé de s'assurer de préserver la qualité de l'eau en milieu agricole, la santé des sols, réduire les pesticides, le bien-être animal, les changements climatiques, la biodiversité. Et probablement une des innovations de la dernière politique bioalimentaire, c'est que pour la première fois dans la mission, on parlait également de santé humaine, par exemple la saine alimentation. Donc, on reconnectait le secteur agroalimentaire avec la notion de santé humaine, un lien qui s'était un peu perdu là, depuis l'après-guerre. Dans ce changement de contexte-là, on a aussi changé les façons de faire les politiques bioalimentaires. Je vous ai mis ça en haut de la ligne de temps. Au départ, quand on se réunissait, Sommet 92, entre autres, on était beaucoup entre nous, les leaders du secteur de la production, transformation, un peu de distribution. Donc, on était et tous les intervenants qui entourent le secteur étaient présents. Et tranquillement, au fil des années, on a élargi le groupe. Donc, les représentants du milieu de l'environnement, de la santé, les consommateurs, les groupes de citoyens ont pris une place de plus en plus importante dans nos discussions, et pour le mieux, parce que ça a permis un dialogue puis de trouver des solutions. Aussi, ce qui a changé avec la politique bioalimentaire, des fois on le sait un peu moins quand on est de l'extérieur de la fonction publique, c'est que historiquement, on avait des politiques ministérielles, c'est-à-dire qui étaient sous la responsabilité d'un ministère, le MAPAC. Et la politique bioalimentaire, c'est une politique gouvernementale qui a été décidée là, au Conseil des ministres. Donc, même si le MAPAC reste le chef d'orchestre, ça demande l'engagement de plusieurs ministères québécois, puis il y a des liens aussi avec le fédéral. Et finalement, puis c'est de ça dont Maurice et moi allons vous parler plus particulièrement aujourd'hui, les cibles. Historiquement, les politiques, on se donnait des cibles sur les moyens. On va faire telle action, on va créer tel comité, etc. Des cibles sur les effets, des effets sur l'économie, sur l'environnement, sur la société, on faisait rarement ça. La première fois où on a fait ça, c'était en 1998, on avait 4 objectifs économiques. Je ne sais pas si les personnes qui ont mon âge s'en souviennent, qui touchaient les exportations, l'emploi, les investissements, le contenu québécois. Donc, on avait des cibles sur les effets qui étaient plus économiques. Et de plus en plus, avec la dernière politique notamment, on a des cibles d'effets dont on va vous parler aujourd'hui, qui
qui sont à la fois économiques, mais aussi plus globales, avec des enjeux environnementaux et tranquillement de plus en plus sociaux aussi. Fait que je voulais vous parler de mon tabouret. Le bioalimentaire, pour que ça dure longtemps, il faut qu'il y ait une triple performance. Cette triple performance-là, il faut la réfléchir au niveau de nos politiques, mais vous, dans vos filières, dans vos territoires, dans les systèmes alimentaires territorialisés, sur vos entreprises, quand vous faites vos plans stratégiques, vous avez aussi cette obligation-là aujourd'hui. Les enjeux sont tellement complexes qu'il faut avoir des approches stratégiques qui visent cette triple performance-là. Je ne vous lirai pas tous les exemples que j'ai donnés sur la diapo, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être à la fois performant au niveau économique, au niveau environnemental et au niveau social. Quand on est en période de crise, on a tendance à dire qu'il faut faire le choix entre un ou l'autre des trois piliers, mais au contraire, je pense qu'il faut garder cette synergie-là. Je vous donne des exemples. On a mis à la blague des barres qui tiennent les pattes ensemble de manière solide. C'était pour montrer un peu la synergie qu'il peut avoir. Par exemple, si j'ai de la lutte intégrée dans mes cultures, je réduis mes pesticides de synthèse, je les utilise correctement et en dernier recours, c'est bon pour l'environnement puis c'est bon pour ma santé. Donc, il y a une synergie entre les deux et en plus, je réduis mes dépenses, donc ça peut être économique. C'est pour vous donner l'exemple, au fond, il faut réfléchir ça en termes synergiques. Par exemple, un autre exemple, si j'ai des bonnes conditions de travail avec mes employés, je suis attractif, j'ai probablement plus de facilité à les garder et c'est bon pour la rentabilité de mon entreprise. Si on néglige une dimension, une ou plusieurs dimensions, bien, rapidement, ce n'est pas durable à long terme. Vous pouvez imaginer que personne ne voudrait s'asseoir sur mon tabouret qui a une patte plus courte que les autres. Aujourd'hui, on va vous parler rapidement des cibles de la politique bioalimentaire. Il y en a 7. Je vous les ai positionnées autour de mon tabouret. Dans une première partie, on va vous parler plus des cibles économiques, puis moi, je vais vous parler à la fin des cibles environnementales et sociales. Donc, je donne la parole. Merci, Marie-Ève. Alors, bonjour tout le monde. Alors, les cibles, ça sert à quoi? C'est comme une boussole dans le fond. Ça nous donne une direction commune. On veut aller où? Ça nous permet également, dans le temps, comme on le fait aujourd'hui, de se situer. On est rendu où? Et puis, ça peut être mobilisateur aussi. On veut atteindre la cible, ça nous donne un objectif. Donc, l'analyse de l'atteinte ou non d'une cible, ça doit prendre en considération les éléments contextuels parce que cette cible-là, elle a évolué dans le temps dans une situation macroéconomique, politique, etc. Donc, de faire cet exercice, on pense que ça améliore la compréhension, ça nous permet d'identifier les points sensibles et ça peut nous aider également à peaufiner les indicateurs ou les cibles. Donc, la politique bioalimentaire, son contexte économique, géopolitique, entreprise, climat, société, les connaissances, tout ça, on va le contextualiser par rapport à la mesure que l'on obtient. Alors moi, comme Marie-Ève l'a dit tout à l'heure, je vais me concentrer sur les 3 cibles, peut-être à saveur un petit peu plus économique. Donc la première, c'est la cible d'investissement. L'objectif, c'était 15 milliards en production agricole, donc un chiffre en dollars nominal, et en production aquacole, et dans les pêches, et en transformation alimentaire sur la période 2016 à 2025. Déjà en 2023, cette cible-là, elle a été dépassée. On avait également une cible à contenu québécois, c'était d'ajouter 10 milliards de contenus québécois dans les produits bioalimentaires achetés au Québec, toujours sur la même période 2016 à 2025, dépassée également à partir de 2022. Et on avait également une cible d'exportation qui était quand même ambitieuse, d'accroître de 6 milliards de dollars les exportations bioalimentaires internationales. Donc, c'est important de le mentionner, le Québec exporte beaucoup vers d'autres régions canadiennes, mais ici, on est à l'international, toujours sur la même période. La cible n'est pas atteinte, mais elle est en bonne progression. Alors, si on pense aux événements, il s'en est passé des choses depuis 2016. Alors, j'aurais pu faire bien d'autres choix, mais néanmoins, je me suis concentré sur des causes, en fait, des trucs qui ont affecté nos cibles. Alors, l'inflation
certainement. On a connu une croissance démographique très importante au Canada, un peu moindre au Québec, mais somme toute très importante. Bien sûr, la pandémie. Et on a vécu également une situation de 2016 à 2020 d'une présidence américaine. Pourquoi parler d'une présidence américaine? Je dirais tout simplement, et de façon très gentille, que ça a été légèrement atypique comme présidence. Et ça a eu des effets sur nos cibles. Alors, si je me concentre sur la cible d'investissement, depuis janvier 2016, l'inflation a été d'environ 26 % au Québec. Donc, comme on avait une cible qui était nominale, c'est clair qu'il y a une partie inflation dans cette cible-là qui a été dépassée. On a atteint 17,4 milliards dès 2023. Alors, si on prend la cible nette d'inflation, et puis là, il y a différentes façons de mesurer l'inflation, mais je vous dirais que soit qu'elle est sur le point d'être atteinte ou pas tout à fait atteinte encore, mais c'est sûr que sur l'échéancier, elle sera atteinte. Il y a eu, en même temps, durant cette période, des compensations qui ont été versées au secteur sous gestion de l'offre, suivant les accords commerciaux que le Canada a signés. Il y a eu des compensations qui étaient utilisées notamment pour faire des investissements, et c'est clair que ça a été un facteur contributif aussi à l'atteinte de la cible. Et pendant cette période-là, il y a eu une croissance aussi des secteurs sous gestion de l'offre. Et c'est un fort pourcentage des recettes agricoles québécoises quand même. On parle d'un peu plus de 40 %. Et il y a eu, donc avec cette croissance-là, il y a eu du quota qui a été émis. Et ce quota-là, les producteurs peuvent l'utiliser pour, dans le fond, accroître leur production. Et ça suscite des investissements. Et dans certaines situations, notamment dans le lait et le poulet, c'est transigeable. Et puis, je peux prendre cet argent-là, puis l'investir ailleurs, par exemple, pour acheter des terres. Alors, dans les œufs, on parle sur la période depuis 2016 de près de 25 % de croissance du quota, 18 % dans le lait et près de 20 % dans le poulet. Et en même temps, on a eu une bonne performance de plusieurs secteurs agricoles sur cette période-là. Notamment, on peut penser au secteur des grandes cultures. Et maintenant, si j'essaie de me projeter dans l'avenir, quelles sont les perspectives? Là, c'est quand même un exercice un peu difficile, mais on voit que l'inflation est en baisse. Donc, si on a une nouvelle cible qui est nominale, c'est-à-dire c'est un chiffre qui ne prend pas en compte l'inflation, la baisse de l'inflation va faire que c'est plus difficile d'atteindre une cible ou d'avoir un montant similaire. On semble s'enligner vers un ralentissement économique. Les coûts d'emprunt également. Durant la période 2016 à 2024, jusqu'à aujourd'hui, on a eu, en général, des coûts d'emprunt assez bas. Des coûts d'emprunt de 1 %, 1,5 %, je crois qu'on ne reverra pas ça, et c'est pour ça que je l'ai mis ici. Les coûts d'emprunt, même si les taux d'intérêt risquent de diminuer dans les prochains mois, je ne crois pas qu'on va retourner à des niveaux qui me semblaient anormaux et non pas, d'un point de vue historique, quelque chose qu'on devrait revoir. Et incertitude macroéconomique. On vit en ce moment de l'incertitude macroéconomique et potentiellement, en novembre 2024, on va peut-être vivre d'autres incertitudes macroéconomiques avec les élections américaines. La performance financière des secteurs agricoles, elle sera quoi? Difficile à dire, mais c'est clair qu'elle vient influencer les perspectives d'investissement. Et j'ai mentionné le coût de la main-d'œuvre versus celui du capital. Alors, je m'attends à ce que le coût de la main-d'œuvre poursuive son ascension, c'est-à-dire que la main-d'œuvre va coûter de plus en plus cher. Présentement, par rapport au moment où on est aujourd'hui, le coût du capital devrait diminuer, donc une baisse des taux d'intérêt. Et ça devrait inciter à plus d'investissement dans le capital, donc plus dans l'automatisation, etc., ce qui devrait aussi améliorer notre productivité. Alors ça, c'est des investissements. Et l'adaptation au changement climatique, le ministre en a parlé il y a quelques instants. C'est quelque chose, je pense, qu'on doit vivre avec et on devra s'adapter et ça va nécessiter des investissements. Maintenant, si je vais sur la cible du contenu québécois,
Bien, encore une fois, l'inflation a joué un rôle parce qu'on était toujours en cible nominale. Alors, et on a eu une inflation alimentaire légèrement supérieure à l'inflation générale. Donc, ça a été un élément contributif. On a eu une croissance de la population. Au Québec, en début 2016, on était 8 330 000 personnes à peu près, et on a atteint le 9 millions en début 2024, donc plus de gens. Alors, on n'avait pas une cible par habitant, mais on avait une cible encore globale, donc ça a eu un impact. Et je vous dirais la pandémie aussi. La pandémie, elle a eu un effet psychologique, notamment. Rappelez-vous, quand ça a commencé, là, on s'est posé des questions. Est-ce qu'on va avoir de la nourriture dans les épiceries dans 3 semaines, 1 mois? La question était légitime. On a aussi réalisé comme société, comme peuple, on a réalisé qu'on était dépendant aux autres. Rappelez-vous, on voulait des masques. Les pays qui en produisaient, on dit non, on va les garder pour nous. On veut des vaccins. On a des ententes. Non, les pays qui les produisaient, on dit on va les garder pour nous. Et là, on s'est dit, quand ça va mal, finalement, on ne peut pas nécessairement compter sur les autres. Donc, on avait cette psychologie-là aussi qui a joué. Et on a eu aussi un appel du ministre à la population en disant « Achetez québécois ». On a vu un impact. On a développé une fierté aussi. Et un autre aspect également qui est important, c'est qu'on avait de l'argent aussi à dépenser, la majorité des Québécois. Je l'ai illustré ici avec un taux d'épargne. Regardez le taux d'épargne. On était autour de 2 % avant la pandémie. On a monté temporairement jusqu'à 25 %. Donc, nos dépenses discrétionnaires, donc c'est-à-dire les dépenses que l'on fait une fois que nos besoins de base sont comblés, bien, on avait de l'argent pour les faire. Et moi, mon hypothèse, c'est qu'on a pris une partie de nos dépenses discrétionnaires et on les a mises sur l'alimentation. Ce qui a fait en sorte qu'on a augmenté le part de notre budget qu'on était prêt à mettre sur l'alimentation. Et ça nous a, dans le fond, ça a généré beaucoup d'activités, de valeur ajoutée. On va acheter des produits québécois davantage. Puis on avait en même temps ce besoin de dire on doit encourager notre secteur bioalimentaire parce qu'on a vécu ou on a eu peur de ne pas avoir les vaccins, on a eu peur par rapport aux masques. Et si la même chose nous arrivait pour la nourriture. Et ça m'amène à parler par rapport aux perspectives vous savez, comme individu, on est et un citoyen et un consommateur. Et il y a toujours une tension entre les deux. Normalement, le citoyen, il veut le mieux. Hein? Je veux des produits qui sont bien pour l'environnement, qui sont bien pour les travailleurs, avec du bien-être animal, etc. Et puis, on a le consommateur qui, lui, veut payer le moins cher. Et puis, je pense que pendant la pandémie, à cause d'une partie des dépenses discrétionnaires qui sont allées sur l'alimentation, on était un seul et même individu. Mais à partir du moment où j'ai de l'inflation alimentaire, à partir du moment où mon hypothèque me coûte plus cher, à partir du moment où j'ai une perception de perte de pouvoir d'achat et que je vois qu'il y a un potentiel ralentissement économique, cette tension s'agrandit. En fait, la distance s'agrandit, la tension devient plus forte. Alors, c'est à prendre en considération si on regarde les perspectives. Donc, pour le contenu québécois, cette cible-là, dans le futur, baisse de l'inflation alimentaire, c'est déjà en train de se faire. Donc, c'est plus difficile d'atteindre une cible qui est nominale. Retour des dépenses discrétionnaires, on a recommencé à voyager, on a recommencé à faire toutes sortes de trucs, si bien que cette partie qu'on avait mise sur l'alimentation est retournée sur les loisirs et d'autres trucs. Et donc, cette tension consommateur-citoyen dont je viens d'expliquer. Et du côté positif, c'est la croissance de la population. Cette croissance-là devrait se maintenir et au Canada et au Québec. Cible d'exportation. Cible qui n'a pas été atteinte malgré la hausse des prix, parce que là aussi, l'inflation venait jouer, parce que c'est une cible, encore une fois, nominale. Mais c'était une cible ambitieuse. On est parti de 8 milliards, on voulait monter à 14. Et rappelez-vous que 44 % des recettes agricoles québécoises proviennent de productions sous gestion de l'offre qui sont axées sur le marché canadien et non pas sur les exportations. Donc, c'était ambitieux.
Et bien entendu, on a eu des problèmes avec la filière porcine qui ont affecté négativement nos exportations. Alors, pendant cette période-là, si on regarde le taux de change, ici, c'est combien de dollars canadiens j'obtiens avec un dollar américain. Donc, plus c'est haut, plus le dollar canadien est faible. On a eu une moyenne sur la période de 1,31. La moyenne historique, c'est 1,25. Donc, on a eu une période où le taux de change était quand même favorable, dans le fond, à nos exportations. Et par rapport aux perspectives, c'est sûr qu'il faut poursuivre la diversification des exportations et des pays, mais c'est difficile. On a la plus grosse économie au monde juste à côté de nous. C'est très difficile d'essayer de diversifier par rapport aux États-Unis, mais on peut quand même diversifier ce qu'on exporte, puis on est en train de le faire également. Tirer pleinement avantage des accès au marché bovins et porcs en Europe, fromage aux États-Unis. Encore une fois, ce ne sera pas des volumes fantastiques, mais il faudrait au moins aller chercher ça. L'évolution du taux de change et l'évolution de l'environnement commercial, point d'interrogation, parce que si Trump est le 47e président, on peut se poser des questions à savoir quel sera l'effet sur le taux de change, sur l'environnement commercial. On a vu la politique commerciale de Trump était un peu difficile à prédire lors de son dernier mandat, donc à surveiller. Et bien sûr, il faut améliorer notre compétitivité. Alors, je repasse la parole à Marie-Ève. Donc, si on revient avec les quatre cibles qui sont plus sociales et environnementales, on va les voir en bloc. La cible biologique qui était de doubler la superficie a été rapidement atteinte dès 2019. La cible pratique d'affaires responsables, il y a un enjeu méthodologique, une difficulté. Vous comprenez qu'il y a des cibles, des pratiques d'affaires responsables. Là, on vise l'ensemble de la production, de la transformation, fait qu'il y a un nombre important de pratiques, la façon de le calculer, mais c'est en analyse et ce que je comprends, c'est que l'ensemble des partenaires trouvent cette cible-là très importante, tout comme moi d'ailleurs, on y reviendra tantôt, et que l'objectif de la mesurer et d'avoir une cible d'augmentation se maintient. Au niveau de la cible d'éco-certification, là, on est plus dans les produits de la mer, les produits aquatiques. L'augmentation, c'est quand même en bonne progression. Au fond, l'atteinte de la cible dépend de l'attente d'une certification dans un secteur particulier. Et finalement, au niveau de la saine alimentation, vous savez probablement comme moi que 70% et autour de 70% des aliments produits par nos productrices, nos producteurs agricoles sont transformés. Et que les produits transformés, donc, ont une importance particulière aussi sur nos tables quand on mange, au niveau des consommateurs, consommatrices. Donc, il y avait une cible d'améliorer la valeur nutritive des aliments transformés au Québec. On parle de sucre, de sodium, de gras, de fibres. Et il y a eu tout un travail, premièrement, de mesurer ça, ce qui ne se faisait pas au Québec actuellement. Et là, il y a tout l'observatoire qui fait ce travail-là est bien en place et suit la progression. Et la progression, il y a une bonne progression au niveau de cette cible-là. J'ai pas osé séparer les perspectives des facteurs qui peuvent expliquer la transition. Je vous les ai mis toutes dans une diapo globalement. Ce que je voulais exprimer, au fond, c'est qu'on est en période de transition au secteur agroalimentaire. On passe d'une façon de faire, des façons de produire, des façons de transformer, qui tranquillement évoluent vers une nouvelle combinaison de pratiques, des pratiques qui sont à la fois économiques, sociales et environnementales. Donc, quand les entreprises font cette transition-là, il y a une prise de risque. Les filières, les territoires vivent cette prise de risque-là. Donc, c'est une transition qui est plus ou moins longue, mais qui est inévitable, en fait. Et les entreprises qui sont en avant de la parade dans cette transition-là, il y a plusieurs cas de succès qui montrent qu'une fois qu'on a retrouvé notre équilibre dans une combinaison de pratiques vertes, sociales, économiques, on peut retrouver un nouveau statu quo là, et la rentabilité. Par contre, cette transition-là se fait au niveau macro, les entreprises ont besoin d'appui.
ont besoin, en fait, d'un milieu qui vient les encourager. Et là, j'ai mis quelques éléments qui sont importants. À chaque fois qu'on fait des recherches sur les facteurs qui sont favorables à la transition, vraiment les systèmes, tout le savoir, la recherche, le conseil, l'accompagnement, les systèmes d'innovation qui entourent nos entreprises remontent toujours dans les facteurs numéro 1. Fait que je les ai mis ici. Les signaux des grands acheteurs aussi ont un impact important. Quand un grand acheteur de produits met une exigence particulière, ça a un impact direct sur les méthodes de production, de transformation. Il y a des enjeux agronomiques qui peuvent jouer positivement, mais aussi négativement sur les changements de pratiques. Pensez par exemple aux effets de changement climatique sur les ravageurs. Donc, il y a des enjeux nouveaux auxquels il faut faire face. Le discours, la norme sociale, quand ce que les voisins font, ce que les autres font, ce que les leaders ont comme discours, ça aussi dans nos recherches, ça sort toujours très important. Puis vous êtes ici beaucoup de leaders du secteur agroalimentaire. Donc, votre discours a un effet important sur les changements de pratique des entrepreneurs. Je reprends ici un peu ce que le groupe AGECO avait fait comme conférence. Là, je pense que c'est la dernière fois que vous vous étiez rencontrés au niveau du bilan de la politique. Ce qu'il disait, c'est qu'il y a beaucoup de démarches actuellement dans les secteurs, dans les entreprises, pour mesurer leurs effets, analyse de cycle de vie, empreinte carbone, etc. Puis il y a probablement un besoin de concertation puis de regroupement pour faire un portrait plus global puis s'assurer que les filières qui n'ont pas de type de ce genre de démarche-là en développent. Maurice nous parlait de la tension entre citoyens et consommateurs. La préférence et la confiance des consommateurs va jouer aussi beaucoup sur cette transition-là, je ne vous apprends rien. Et les filières et les territoires vont évoluer, mais à des rythmes différents, sur des enjeux différents. Fait que prendre en compte la spécificité de chacun d'entre elles est important. Je mets aussi croissance et diversification des secteurs, parce que quand j'enseigne à mes étudiants, on trace toujours un peu le portrait de l'agriculture au départ, puis on voit que historiquement, le Québec a été un pays ou une région nordique qui était basée beaucoup sur les productions animales. Et on voit que tranquillement, ça change. La proportion des productions végétales prend une place de plus en plus importante dans la valeur de la production agricole. Et on voit qu'il y a des changements de secteur qui se font tranquillement. Donc, ça aussi, c'est à considérer dans la transition. Et finalement, une combinaison de politiques publiques. Il faut développer le bon panier d'outils de gestion de politiques publiques, incluant les politiques de gestion des risques, qu'il faut qu'ils soient en appui à cette transition-là. Fait que je reviens à mon tabouret pour conclure. Fait que ce que je vous ai mis, vous avez les 7 cibles de la politique, là, en vert et en jaune, selon qu'elles sont atteintes ou en progression. La cible pratique responsable, à mon avis, qui est extrêmement importante parce qu'il couvre l'ensemble des piliers est en analyse, donc je l'ai mis en gris. Et je me suis permis aussi en jaune-orange de rajouter 2 cibles, deux paniers de cibles. Les cibles du plan d'agriculture durable qui sont bien établies en termes de réduction de pesticides, de qualité de l'eau en milieu agricole, phosphore, azote, de biodiversité, qui, je pense, qu'ils soient réfléchis dans la prochaine politique, probablement les intégrer afin que le pilier performance environnementale soit couvert plus précisément. Et j'ai rajouté aussi, parce que tantôt je disais qu'on transforme beaucoup les produits de l'agriculture du Québec, puis comme consommateur, on mange beaucoup de produits transformés, mais en termes de santé, la consommation de fruits et légumes est un critère de base. Et c'est une des cibles aussi d'une politique, là, la politique gouvernementale de prévention en santé. Fait que je pense qu'il y a un lien direct à faire parce que c'est un des produits bruts qu'on mange beaucoup au niveau des consommateurs, puis qui est un indicateur important là, au niveau de la saine alimentation. Dernier point en noir,
On s'est donné des cibles globales, ce qui est très important. Ça nous permet de voir où notre gros paquebot du secteur bioalimentaire avance. Mais ces cibles-là, probablement que dans l'avenir, on aurait intérêt à les décortiquer par filière, mais aussi par territoire. Les territoires, si j'avais fait cette conférence-là il y a 20 ans, on a beaucoup évolué depuis 20 ans au niveau de la connaissance de nos secteurs dans les territoires. De plus en plus d'entités territoriales se donnent des plans, des organismes de concertation, des systèmes alimentaires territorialisés. Donc, je pense qu'il faut décortiquer nos objectifs, nos cibles par territoire et aussi par filière et encourager les filières à se donner des plans stratégiques là, qui incluent l'ensemble des maillons. Alors, voilà, on a atteint notre période de temps. S'il reste un petit peu de temps, on peut prendre quelques questions. Merci. Merci Marie-Ève et Maurice. Bien, justement, une bonne main d'applaudissements pour nos experts. Restez là, on va justement prendre quelques questions des gens dans la salle et à la maison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque vous êtes arrivés dans la salle, il y a des micros placés à des endroits très, très stratégiques. Merci. Et la lumière fut. On s'excuse aux gens qui sont directement dans la lumière, mais sachez que les micros sont situés à ces endroits-là. Si vous avez des questions pour Maurice et Marie-Ève aujourd'hui, je vois qu'il y a des gens qui s'avancent. Donc, on va alterner entre ce qu'on voit virtuellement. Si vous êtes un peu trop gêné pour vous rendre au micro, ce n'est pas grave. Allez sur Slido directement. Je vous rappelle encore une fois, derrière votre cocarde qui a été remise en début de journée, à l'arrière, vous avez le code QR qui vous permet d'accéder directement au bon endroit pour poser les questions. Puis je vais alterner entre les deux. Je vais débuter avec vous, madame, dans la salle à ma gauche. Oui, bonjour. Moi, mon nom, c'est Marie-Chantal Houd. Je suis copropriétaire de la bergerie et de la fromagerie Nouvelle-France à Racine. Donc, je suis assez bien placée pour... j'ai un pied en production agricole, puis j'ai un pied aussi dans la transformation. Tout ce que vous avez mentionné, là, pour moi, tout ça fait du sens. Je suis la première défendresse de l'écologie, de la biodiversité, de la fabrication des fromages de qualité, de faire briller le secteur agricole et agroalimentaire québécois. Ça fait partie de ma mission. Par contre, en ce moment, ce que je constate, c'est que c'est difficile en agriculture, plus que jamais. On peut parler de ces belles politiques bioalimentaires, tourner vers le futur, aller vers l'avant, ça fait toujours partie de ma dynamique, puisque ce que je vais véhiculer comme message, mais on ne peut pas se mettre la tête dans le sable aujourd'hui puis se dire que ça va bien. Ça va pas bien, il n'y a pas beaucoup de relève dans le secteur animal, il y a peu de relève en agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y aura plus d'agriculture de proximité? Qu'est-ce qu'on va faire quand on n'aura plus d'employés? Qu'est-ce qu'on va faire quand les programmes axés sur la robotisation ne pourront même pas être mis en place parce qu'il n'y aura plus d'humains pour les diriger? Moi, j'aimerais ça qu'on se pose la question sur le fondamental de produire cette agriculture-là viable, rentable, avec cette relève-là qui va vouloir porter ça. Puis là, je ne parle pas de dans 40 ans, là, je parle dans 5 à 10 ans. Moi, ce que je constate, c'est un appauvrissement présentement du secteur fondamental qu'est l'agriculture. Comment vous voyez ça, vous, là? Merci pour votre question. Oui, absolument. D'accord. Écoutez, je suis sensible à votre discours. Peut-être que vous avez été affecté par la hausse des taux d'intérêt. Ça a surpris tout le monde, ça a fait mal. Mais il faudra être plus spécifique quand vous me dites que ça va mal en agriculture, parce que les chiffres ne semblent pas vous donner tant raison que ça. Et puis l'autre aspect, si vous voulez de la relève et tout ça, il faudrait peut-être arrêter de dire que tout va mal en agriculture tout le temps, parce que ça n'incite pas les gens à venir en agriculture. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je ne dis pas qu'il n'y a pas de défi, mais là, je veux vous brasser un petit peu parce que vous avez fait un discours, et puis là, je viens vous dire, je vous retourne la chose. Ouais. Il y a ça aussi. Alors... Est-ce que je peux vous retourner comme certainement, base? Est-ce que les écoles, présentement, sont pleines? Puis pourquoi les écoles sont... En fait, les écoles en agriculture puis en agroalimentaire, je fais des interventions à l'Université Laval à chaque année. Là, je vais donner un cours. Concrètement, je n'ai jamais vu une drop aussi intense.
Les écoles en agroalimentaire également, ils sont vides. AgroPur, moi-même, plein d'entreprises agroalimentaires, on n'est pas capable de trouver de main-d'œuvre. Donc, ça, c'est un problème concret. Mais Pourquoi? Vous êtes jeune, d'accord? Oui. Mais il y a eu un autre moment dans le syndicalisme agricole québécois où on a eu un discours extrêmement négatif. Et puis nous, on a vu des chutes. C'est direct dans nos inscriptions. Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas dire quand il n'y a pas des problèmes, mais je dirais aux gens, faites attention au discours que vous tenez quand même. Parce que là, il y a ce discours-là qui est présent, dont vous êtes porte-parole ce matin. Et ce discours-là, bien, on voit aussi l'impact. Alors, je fais juste dire, peut-être qu'il faudrait trouver une autre manière de dire les choses pour donner quand même de l'espoir aux jeunes de venir en agriculture. Bien, c'est normal, on peut pas les... Je vais vous interrompre un petit instant parce que cette question-là, exactement, on va l'aborder avec des gens qui ont trouvé des solutions concrètes. Pour ce qui est de la relève en agriculture, vous allez voir une femme, une productrice laitière ici qui a sûrement des inspirations pour vous. Merci. Je vois qu'il y a d'autres gens qui veulent poser des questions. Puis continuez votre beau travail parce que c'est un des meilleurs fromages au Québec qui est fabriqué par la Fromagerie Nouvelle-France. Merci pour la question. On va passer rapidement à la question numérique. Si on devait retirer une cible, ce serait laquelle à votre avis et quelle cible devrait être ajoutée à la politique? Brièvement. Bien, moi, de mon côté, pour enlever des cibles, je ne suis pas sûre que j'en enlèverais. Ils sont assez sont assez pertinentes. Par contre, celles que je m'assurais de garder puis bien de suivre, c'est celles qui sont les plus générales, qui couvrent le plus largement l'ensemble des entreprises. Si j'en avais ajouté, bien, je pense que j'ai répondu dans ma dernière, je ferais des liens directs avec la production, consommation de fruits et légumes. Puis, je rajouterais directement les effets sur l'environnement dans les cibles de la politique. Puis, encore une fois, la présentation de Marie-Ève sera disponible sur le site québec.ca dans l'onglet « Politique bioalimentaire ». Donc, si vous n'avez encore pas une fois eu le temps de prendre des notes ou vous souvenir de tout ce qui a été dit, sachez que vous aurez accès à tout ça. Merci pour votre réponse. On va prendre une autre question dans la salle. Monsieur, ici, présentez-vous et d'où vous venez, s'il vous plaît. Oui, ça fonctionne. Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Gascon. Je suis connu comme directeur général de la Société des parcs d'encaissement du Québec qui pilote le projet Bœuf Québec. Alors, nous autres, on a un sacré défi de réussir à nous battre contre des entreprises géantes pour regagner, je dirais, le 2 milliards qu'on envoie à l'export, qu'on importe, dans le fond, pour 2 milliards chaque année. Puis, au niveau de la politique comme telle, ma question, c'est quoi votre perception? Parce que je vais faire du pouce. On parlait de rentabilité des entreprises il n'y a pas si longtemps. Mais au niveau de la productivité, de la compétitivité de nos entreprises, est-ce qu'elle s'est améliorée ou est-ce qu'elle a chuté au cours de la réalisation de la politique bioalimentaire? Merci pour votre question. Marie-Ève, Il y a des personnes au MAPAC nettement mieux placées que moi pour répondre à ça. De mémoire, notre productivité a augmenté au Québec, mais elle a augmenté moins rapidement qu'ailleurs. Donc, il y a des secteurs, effectivement, où on a des enjeux d'accès aux abattoirs pour être capable de faire notre mise en marché de façon à aller chercher une valeur ajoutée, etc. Donc, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux et tout ça, mais avancer, c'est très difficile. Hein? Pour améliorer notre productivité, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des investissements. Si un secteur a de la difficulté à arriver, je ne peux pas lui demander de faire des investissements. Ça n'a pas de sens. Donc, comment est-ce qu'on peut structurer une politique qui pourrait aller dans ce sens-là, par exemple? Mais là, je sors de mon champ de compétences, vous comprendrez. Là. Merci, Maurice et Marie-Ève. Vous comprendrez que là, le timer est à 0, puis je sais que les gens se déplacent aujourd'hui pour faire entendre votre voix à la maison. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, faites parvenir vos questions directement au secrétariat de la politique bioalimentaire. Malheureusement, je suis sincèrement désolée, c'est moi qui vais péter la ballonne aujourd'hui. C'est tout le temps que nous avions pour cette période de questions. Mais gardez-les en tête, s'il vous plaît. Faites parvenir ces questions encore une fois. Marie-Ève, Maurice, merci beaucoup. Bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, pour nos experts.
Je pense que la maîtrise du Slido, ça va vraiment très, très bien. Merci encore une fois que vous soyez en salle. Merci. En salle ou ici. C'est de cette façon-là qu'on va échanger aujourd'hui. Je comprends que des fois, les émotions et les passions sont soulevées. C'est très important qu'on puisse les entendre. Encore une fois, si vous présentez au microphone des questions très concises qui mettent de l'avant vos enjeux afin qu'on puisse y répondre le plus adéquatement, facilement et rapidement possible. J'en ai glissé un mot tout à l'heure en début d'introduction. Juste avant d'inviter notre prochain conférencier à me rejoindre, j'aimerais vous présenter une première capsule vidéo qui met en lumière un bel exemple de retombées concrètes de la politique bioalimentaire. J'ai eu le plaisir de rencontrer Mme Anne Marcoux de la boulangerie du Royaume à Jonquière. Puis, grâce à un partenariat avec le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, la boulangerie offre du pain frais aux patients et usagers de la région. Ça paraît banal à dire, hein, mais ça fait toute la différence des produits de proximité lorsqu'on se relève justement d'une chirurgie ou d'un petit accident. Donc, c'est un bel exemple, un résultat concret de la politique avec l'appui de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois pour une alimentation locale dans le milieu institutionnel. Écoutons la première capsule. Faire une capsule dans une boulangerie, il faut se lever aux aurores. Et toi, en tabarouette! J'entre dans l'ère de production de la boulangerie du Royaume avec la directrice Anne Marcoux qui m'explique tout au long de la visite l'impact réel de la relation de proximité. C'est plein de petites fourmis qui travaillent. Est-ce qu'on vous surnomme l'homme fort de l'Évangile? J'en reviens pas ce que vous faites là. Je suis impressionnée par vos talents. C'est quasiment romantique. Ah oui, clairement. On a eu un super beau partenariat avec la table agroalimentaire régionale, avec les institutions pour la publication d'appels d'offres, que tous les paramètres soient favorables à ce qu'il y ait des joueurs locaux aussi qui puissent soumissionner. Ça, c'est du solide! Bien, c'est une opportunité de faire briller les talents de la région. C'est une opportunité aussi pour la clientèle institutionnelle de bénéficier de produits frais, de proximité, puis d'encourager l'économie locale. J'ai juste envie de voler une petite boule. D'abord, on réduit les GES parce que la distribution, elle se fait directement, puis on est très près du lieu de production. Et c'est ultra frais. Le pain qu'on fait aujourd'hui, il est livré demain. Ça ne peut pas être plus frais, donc les bénéficiaires des institutions doivent le remarquer. L'avantage d'avoir une relation directe avec une institution publique, c'est l'agilité dans la relation. On peut travailler réellement en partenariat. On est vraiment un joueur très près, donc on est réactif aussi, puis on veut travailler dans ce sens pour qu'effectivement le partenariat dure le plus longtemps possible. Je pense que vous serez pas mal tous d'accord avec moi que l'achat local, ça fait toute la différence. C'est vraiment aussi une différence dans l'assiette, au goût, mais c'est vraiment un véritable moteur de développement pour notre autonomie alimentaire. L'inflation, ça fait mal. Je pense qu'on l'a entendu, hein, ça a été souligné par nos deux premiers invités. Dans le contexte aussi, le mangeur privilégie des aliments de base plus abordables et qu'ils soient locaux ou non. Ça, c'est une réalité. Maintenir cet engouement-là des consommateurs pour l'achat local, c'est un important défi, vraiment, pour l'industrie, mais aussi dans un contexte inflationniste que nous traversons en ce moment. On aborde le sujet et, encore une fois, avec le vice-président Est du Canada chez Nielsen IQ, M. Francis Parisien. La scène vous appartient. Merci beaucoup, Alison. En fait, tu aurais pu comme presque finir ma présentation, mais en fait, ce qu'on voulait présenter aujourd'hui, c'est des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles au niveau de l'inflation. Comme vous pouvez le voir présentement, c'est qu'il y a toujours de l'inflation dans le marché québécois. Donc ici, on regarde les ventes de l'ensemble des catégories suivies par Nielsen IQ. On le voit, il y a une baisse de l'inflation. L'année dernière, quand j'ai fait cette présentation-là, on était plus autour de 10 points d'inflation. Maintenant, on est alentour de 2. On suit la tendance nationale, donc vraiment des bonnes nouvelles. On commence avec des bonnes nouvelles. Peut-être des moins bonnes nouvelles pour l'ensemble des consommateurs, c'est que les prix, en moyenne, depuis les 2 dernières années, ont augmenté de 20 %.
Donc, on était vers une moyenne de 4,90 pour l'ensemble des catégories alimentaires, mais plus alentour de 5,60. Donc, on le voit, là, les prix ont augmenté, puis comme vous pouvez le voir, on voit un plateau, mais on voit que les prix ne diminuent pas présentement dans le marché. Donc, il n'y a pas de surprise, c'est 50 des consommateurs canadiens et québécois qui disent que les prix restent toujours leur principale préoccupation overall. Donc, quand on regarde ici, on voit que la hausse des prix, la hausse des coûts des hypothèques, la hausse des loyers, et ainsi de suite, augmente dans leurs préoccupations. Mais leur préoccupation première à l'ensemble des consommateurs, 50 des consommateurs nous disent toujours, c'est le prix. Bonne nouvelle à ce niveau-là, c'est que ce niveau-là reste stable. 25 ans chez Nielsen IQ, on n'a jamais vu les prix à des niveaux si élevés. Donc, il n'y a pas de surprise quand on voit que 89 des consommateurs canadiens et québécois, donc les taux sont les mêmes, recherchent activement des bas prix pour épargner au niveau de leurs finances personnelles. Donc, on est vraiment face à un consommateur, comme Alison le disait, puis Maurice en parlait dans sa présentation également, des consommateurs qui sont très à l'affût de bas prix dans le marché présentement, mais qui doivent dealer avec une situation qui n'est vraiment pas facile dans une industrie qui a connu également ses propres défis. Donc, quand on demande aux consommateurs, qu'est-ce que vous faites pour épargner? Donc, ici, il n'y a pas de surprise, ça ressemble un peu à ce que j'avais présenté l'année dernière, mais on va s'arrêter à certains points parce que malgré cette pression inflationniste-là, il y a des opportunités pour l'industrie québécoise, puis on va y passer. Donc, on le voit, on achète beaucoup en solde. Encore une fois, depuis le début des années 80, on n'a jamais vu autant de soldes dans l'ensemble du marché québécois et canadien. On réduit nos dépenses en restaurant. Donc, ici, ma présentation, là, comme d'habitude, va se concentrer beaucoup sur les ventes au détail. Si c'est dans le food service, dans la restauration, c'est un petit peu difficile. C'est 60 des consommateurs qui baissent leurs dépenses dans les restaurants. Puis on va le voir dans 2-3 diapos. On change de marque, on cuisine plus à la maison. Et c'est là qu'on va passer un petit peu plus de temps au niveau de la cuisine, parce qu'il y a réellement des opportunités également pour les marques et les détaillants québécois de faire une différence dans la façon que les consommateurs essaient d'épargner présentement. Juste au niveau des restaurants, ceux qui sont actifs dans ce créneau-là le voient. C'est seulement 40 des consommateurs qui disent que leur nombre de visites est demeuré inchangé. C'est 55 des consommateurs qui nous disent qu'ils ont diminué leur nombre de visites dans l'ensemble des restaurants. Donc, ici, on parle d'un restaurant plein service, un restaurant food service, quick service. Donc, ici, c'est vraiment une réelle diminution du nombre de visites dans les restaurants, une réelle diminution du nombre de visites, en fait, du nombre de transactions. C'est peut-être moins difficile au Québec. Je sais que dans le reste du Canada, j'en parle avec des collègues de travail, beaucoup de restaurants qui ferment, donc beaucoup de pression au niveau des restaurants. Certains consommateurs se tournent vers la commande, que ce soit la commande directement au restaurant ou commande avec les applications. C'est 45 des Québécois qui utilisent, et des Canadiens qui utilisent les applications dans les 12 derniers mois. Sauf que également là, on voit qu'il y a une diminution. Donc, on associe beaucoup ce genre de commande-là quand même à une dépense au restaurant. Puis on le voit, c'est seulement 36 des consommateurs qui ont gardé ce niveau de commande-là stable comparativement à l'année dernière. On le voit, il y a une diminution. Donc, un consommateur qui a une pression sur son portefeuille, qui cherche à diminuer, va passer plus de temps dans la cuisine, va cuisiner plus de repas. Puis voilà une bonne nouvelle pour l'industrie québécoise si on a une marque disponible dans un détaillant. On va parler tantôt des détaillants, mais ici, on le voit là, 26 des Québécois qui cherchent des façons de mieux cuisiner des repas, donc qui vont passer plus de temps en cuisine. Donc, on le voit ici, vous allez voir beaucoup de rouge, surtout à droite, mais à gauche, moi, je vois ça comme de très bonnes nouvelles. On voit des catégories alimentaires connaître la croissance de leurs ventes. Pourquoi ce sont des bonnes nouvelles? Jusqu'à l'année dernière, on était dans des déclins. Et puis, Maurice en parlait tantôt, des déclins des ventes unitaires dans une industrie, dans une province où la population augmente, c'est très, très, très difficile à comprendre. Donc, alors que la population canadienne a augmenté de 1 million d'habitants l'année dernière, les ventes unitaires alimentaires ont diminué. Ça n'a aucun bon sens. Donc, de voir de la croissance au Québec des ventes alimentaires, puis on le voit ici, les produits de la mer à plus 5, les légumes à plus 3, les viandes fraîches à plus 3, ce sont de très bonnes nouvelles. On va passer un peu de temps également sur les substituts de repas à domicile, ce qu'on appelle le HMR, également de la croissance. Donc, ici, de bonnes nouvelles quand on voit de la croissance des ventes alimentaires au Québec. En fait, des bonnes nouvelles également pour les détaillants, puis l'ensemble des catégories.
On voit de la croissance depuis les 6 derniers mois au Québec. En rouge, c'est le Canada. En rouge, en fait, le Canada vient de connaître la première croissance au cours des 4 dernières semaines. On voit des déclins au Canada, puis je le dis, c'est difficile à comprendre parce que c'est quand même 1 million de Canadiens qui se sont rajoutés, qui devraient être des consommateurs, qui devraient mousser la croissance. Cette tendance-là n'est pas spécifique au Canada. On a vu la même chose aux États-Unis, puis la croissance de la population est très similaire. On a vu la même chose en Europe. En fait, ce qui se passe, c'est que les consommateurs mangent moins. Donc, je vous le dis, voir la croissance au cours des 12 dernières semaines, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on est face à un consommateur qui a diminué ses dépenses alimentaires dans les restaurants, dans les détaillants alimentaires. C'est 24 des Canadiens qui sautent un repas pour épargner. Donc ça peut vous paraître de très mauvaises nouvelles, mais encore une fois, je fais le parallèle avec la croissance de l'alimentation. Ce sont des bonnes nouvelles. Ce niveau-là est un peu plus bas au Québec. On est plus autour de 20 mais il y a des Québécois qui sautent des repas pour épargner. C'est 7 des Canadiens qui ont des recours à des banques alimentaires. Donc, de voir de la croissance, c'est une bonne nouvelle. En fait, on est face à un consommateur qui s'habitue aux prix élevés. On le voyait tantôt, là, le prix avait atteint un plateau. Il y a même des consommateurs qui nous disent, écoutez, même si les prix continuent à augmenter, on va augmenter nos dépenses dans certaines catégories alimentaires, dans les détaillants. Pourquoi vous reparlez des détaillants? C'est qu'on la voit, la croissance, comme je l'ai montré au niveau des départements, mais juste au niveau des catégories comme telles, on est face à un consommateur qui doit quand même s'alimenter pour survivre. Donc, il va passer plus de temps dans la cuisine, qui va acheter de la courge, des poireaux, du jambon, des pommes. Donc, on voit de la croissance dans des catégories de périmètre qu'on n'avait pas vu depuis la pandémie. Donc, je ne voulais pas trop faire de parallèle avec la pandémie, mais c'est des taux de croissance qu'on avait vus en mars 2020, en avril 2020. Donc, on est parti d'un consommateur qui avait été forcé dans ses cuisines à cause de la pandémie, des restrictions sanitaires, qui après ça, il recommençait à fréquenter les restaurants parce qu'il avait le droit. Là, on voit un consommateur qui se retrouve dans sa cuisine pour épargner. C'est 45 des Québécois qui ont fait de la préparation de repas. On est face à des nouveaux comportements dans la cuisine comme telle ou du batch cooking, qui n'est peut-être pas l'apanage de tout le monde, mais quand même, on est face à un consommateur qui cherche des façons de diminuer. On est face à un consommateur québécois qui aime ça, passer du temps dans la cuisine, beaucoup plus que les Canadiens. Donc, on peut en prendre avantage. Les marques doivent jouer ce jeu-là. C'est 64 des Québécois, donc près de 2 tiers des Québécois qui disent aimer cuisiner les repas, que c'est agréable pour eux, versus 55 des Canadiens. 40 des Québécois aiment expérimenter de nouvelles recettes. C'est 52 des Québécois qui suivent des recettes. Donc, encore là, une fois, une opportunité pour les marques de jouer le jeu dans la cuisine puis d'inciter les consommateurs à utiliser leur marque pour faire d'autres produits. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en plus des recettes ou de bien cuisiner un repas, on voit des tendances, j'en parlais à un webinaire récemment avec le CETAC, on voit des tendances vers des solutions repas faciles. Les pâtes, les sauces pour pâtes, dans lesquelles il y a beaucoup de marques québécoises maintenant. Les repas faciles, les nouilles asiatiques, le riz instantané, on voit de la croissance là également. Donc, un consommateur qui cherche des solutions repas faciles. On voit également de la croissance dans les surgelés. Clairement, c'est le temps du barbecue parce qu'il y a beaucoup de boulettes de hamburgers surgelés dans les 12 dernières semaines. Mais on le voit encore là, une fois, des opportunités pour des marques québécoises de jouer dans des catégories où le consommateur n'est pas toujours à la recherche d'une recette, mais d'une solution repas. Ce qu'on voit également, je l'ai montré tantôt avec le sushi à 47 de croissance, c'est que 77 des Québécois achètent beaucoup plus de repas prêts à servir dans les détaillants alimentaires et les mass merch de ce monde. Donc, les Québécois ne sont pas prêts à cuisiner tous leurs repas, veulent diminuer leurs recettes, leurs dépenses dans les restaurants, donc vont se tourner vers les repas prêts à servir en magasin. On a vu des beaux exemples chez Métro, chez IGA, de repas préparés avec des chefs. Je nomme ces deux-là, c'est juste que je les ai visités récemment. Mais il y a vraiment des opportunités de servir des repas prêts à servir pour des marques québécoises, que ce soit Portant le monde de Martin Junot ou 3 fois par jour. Donc, encore là, des belles opportunités de croissance pour plusieurs marques québécoises dans le marché. Être actif dans le marché, toutefois, il faut prendre en considération que c'est un marché qui est difficile. J'en parlais tantôt. La première façon d'épargner des consommateurs québécois, c'est d'acheter en solde. Et les soldes,
les marques et les détaillants en offre présentement. C'est 56,2 % de toutes les unités qui sont vendues en promotion présentement au Québec. Donc, plus de la moitié sont vendues avec un rabais. Encore là, 25 ans chez Nielsen IQ, quand j'ai commencé, on était plus autour de 25. C'est plus du double en 25 ans. Donc, même en 2008, après la dernière grande récession, on était plus autour de 40 %. Vraiment, on est dans un monde très difficile. En fait, j'allais dire très difficile. C'est un marché qui est plus concurrentiel, qui se vend beaucoup plus en promotion. Et les promotions sont encore plus importantes au Québec. Bien sûr, en fait, je pourrais en parler en long et en large. Les calories sont plus importantes pour les Québécois, mais par la suite, les ventes promotion, le prix par gramme, les allégations pour le produit. Puis les allégations pour le produit, c'est les Québécois qui cherchent les produits locaux. Mais on va en parler un peu, mais pas trop. Juste pour vous dire que c'est 38 % des Québécois qui nous disent pas vouloir... En fait, c'est 38 % des Québécois qui ne veulent pas payer plus pour un produit bio présentement. 51 % qui n'est pas prêt à payer plus... Pardonnez-moi. 38 % des produits naturels, 51 % pour les produits bio. Puis le défi pour les marques québécoises présentement, c'est que 72 % des Québécois ne sont pas prêts à payer plus ou pas plus de 5 % pour un produit local fait au Québec. Donc, des défis toujours, c'est des niveaux qui sont un petit peu moins élevés au Canada, mais quand même, on est face à un consommateur qui n'est pas prêt à payer plus. C'est quand même 67 % des Québécois qui nous disent que ça demeure important ou très important d'acheter des produits locaux dans l'industrie présentement. C'est 65 % des consommateurs qui se fient au label Aliments du Québec pour choisir leurs produits locaux. C'est le niveau le plus élevé à travers les provinces canadiennes, donc du bon travail au niveau d'Aliments du Québec pour faire connaître les produits québécois. Mais c'est quand même 74 % des Québécois qui vont changer de marque pour pouvoir épargner. Donc, on est face à un consommateur, comme je le disais tantôt, qui cherche à épargner. On est face à un consommateur qui est de moins en moins loyal aux marques également. On le voit juste au niveau de la croissance des marques privées présentement dans le marché. Le Québec qui reste sous-développé, mais c'est au Québec qu'on voit la plus forte croissance des marques privées. Des marques privées en alimentation, et c'est 3/4 des consommateurs qui nous disent qu'ils vont continuer ou qu'ils vont consommer encore plus de marques privées dans les 12 prochains mois. Donc, un marché qui n'est pas difficile, c'est 69 % des consommateurs qui vont changer de magasin pour pouvoir épargner. Donc, encore là, une fois, moins de loyauté au niveau des marques, beaucoup moins de loyauté au niveau des différents détaillants. Puis on le voit quand on regarde la croissance des détaillants présentement dans le marché, l'escompte des supermarchés avec 18 % de croissance, les magasins à $1 à 12 % de croissance, les magasins ethniques, les mass merch qui sont Walmart. Donc vraiment ici, on est face à un marché face à un consommateur qui se tourne vers l'escompte. Des bonnes nouvelles pour finir au niveau des marques québécoises. Les marques québécoises qui gardent leur part de marché dans ces magasins d'escompte-là au Québec. Donc, on est flat au niveau de l'importance des marques québécoises avec une croissance des plus petites marques dans ces magasins d'escompte-là au Québec. Donc, on a regardé ici, Super C, Maxi, Walmart, les magasins à $1. Donc, une croissance des petites marques. Des bonnes nouvelles, puisque des petites marques gagnent des listings dans ces détaillants-là. Donc, encore une fois, finir ça sur une bonne nouvelle. Je vais vite, Alison, parce que je sais qu'on est un peu en retard, mais je serai disponible pour des questions par la suite. La dynamique du marché, on s'est concentré aujourd'hui beaucoup sur les bonnes nouvelles. C'est un marché qui est très difficile. C'est un marché qui est encore plus difficile que ce qu'on voyait pendant la pandémie. Ce sont des défis différents, mais il faut savoir que présentement, 40 % de vos consommateurs se concentrent sur des catégories qu'on dit essentielles. Il y a beaucoup de marques québécoises qui ne se retrouvent pas dans les catégories essentielles. Donc, les mois qui vont venir risquent d'être difficiles pour l'ensemble de l'industrie, pas seulement pour les marques québécoises, pour l'ensemble de l'industrie. Donc, c'est vraiment 40 % des consommateurs qui n'achètent que l'essentiel. Et dans ces catégories essentielles-là, le défi, c'est de jouer la game de la promotion. Que ce soit une marque québécoise ou une marque internationale qui se retrouve là, il faut connaître ce que les consommateurs identifient comme étant essentiel. Et puis, jouer la game de la promotion, c'est la seule façon de gagner des parts de marché et de connaître la croissance. Si vous êtes dans une catégorie importante, il faut connaître quand même la dynamique entre les catégories importantes et les catégories essentielles. C'est souvent des produits de substitution qui vont se retrouver dans les catégories importantes. Et si vous vous retrouvez dans les catégories non essentielles,
C'est là qu'il faut travailler avec nous. Non, c'est une blague. Mais c'est là qu'il faut travailler pour bien connaître vos consommateurs. C'est là qu'il faut innover dans les catégories non essentielles. Et c'est là qu'il faut investir pour la publicité et les médias sociaux pour aller rejoindre vos consommateurs comme tels. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est un marché qui est difficile, mais c'est un marché dans lequel il reste qu'il y a des opportunités. Il faut juste être conscient qu'il y a des pressions sur les consommateurs présentement. Alison. Un applaudissement pour Francis. C'est bon? Merci. C'est intéressant. Je te laisse laisser. Est-ce que ça... Oui, ça fonctionne. On va faire un peu comme tout à l'heure, encore une fois. Question, merci Francis. Marque essentielle. Marque essentielle. Tantôt, j'entendais plus de fruits et légumes aussi. Oui. En même temps, les promotions pour les produits locaux, qui paie le prix de ces promotions-là aussi en même temps? Il y a beaucoup de questions derrière tout ça. Oui. Mais je vais laisser les gens dans la salle poser les questions, si vous me permettez. Donc, on va commencer. Encore une fois, on va alterner, comme je le disais tout à l'heure, entre le Slido. Si vous n'êtes pas encore connecté à l'application, faites-le derrière votre cocarde et avec les gens dans la salle. On va commencer avec monsieur à ma gauche, ici, le veston. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Yves Laurencel, président de la Fédération de l'UPA, capitale nationale Côte-Nord. Oui. Je m'excuse, je vais un peu bouleverser votre rencontre, mais moi, je veux revenir sur le commentaire de M. Maurice tantôt qui a répondu à la madame de Val-Racine, je crois, ou Racine. Racine, oui. Racine. M. Maurice, je ne sais pas ce que vous êtes dans la salle, j'aimerais que vous levez votre main et que je puisse... OK. M. Maurice, je m'excuse parce que vous avez dit tantôt qu'on a un discours négatif. Moi, je représente 1200 producteurs dans la région capitale nationale Côte-Nord. 55 de mes producteurs, là, ils ne sont pas capables de rencontrer leurs obligations financières. J'ai une relève agricole qui ont levé la main à maintes reprises. Ils doivent aller travailler à l'extérieur pour amener un salaire à la maison, puis ils travaillent 80 heures par semaine sur leur ferme. Moi, je suis producteur de bovins de boucherie. J'ai parlé avec mon représentant tantôt, là. 75 des producteurs de bovins de boucherie du Québec présentement, là, cette année, on a un heure de douaire, là. Le bœuf est cher. Mais 75 de ces producteurs-là, là, ils ont un salaire à l'extérieur pour aller travailler. Moi, je m'excuse, là, mais il y a 31 ans, quand je suis rentré en production agricole en 1993, là, il y avait une belle lumière au bout du tunnel, puis je vivais avec 125 vaches à bœuf. Puis je vivais très bien, puis je n'avais pas besoin d'aller travailler à l'extérieur. Aujourd'hui, j'y arrive plus. Je dois travailler comme les autres à l'extérieur. Je suis en un autre. J'ai d'autres entreprises, je me fais un salaire, je gagne très bien ma vie, mais je travaille 90 à 100 heures par semaine. Je ne suis pas un super-héros, je suis un innocent. Fait que tantôt, là, M. Maurice, moi, dans la vie, j'ai appris une chose, là, j'ai appris à m'excuser. Puis je vous demanderais, s'il vous plaît, de vous excuser pour ce que vous avez dit, parce qu'on n'est pas venu pour se chicaner aujourd'hui avec le ministère de l'Agriculture. On est venu pour parler de la politique bioalimentaire puis la développer ensemble. Puis M. le ministre, il nous a bien tendu la main. On travaille avec, puis c'est pas parfait, mais on va travailler ensemble pour la trouver. Mais me faire dire qu'on a un discours défaitiste ou un mauvais discours pour encourager la relève, quand ça va pas bien, puis quand on est dans une crise parfaite, en production porcine, en production de bœuf, en production maraîchère, dans un environnement d'affaires très difficile, moi, je m'excuse mon nom des 1200 producteurs agricoles de la capitale nationale, parce qu'il y en a qui vous écoutent, puis ils m'ont écrit tantôt sur mon téléphone, là, je vous demanderai, s'il vous plaît, de revenir sur vos propos. Bien, je vous remercie Merci. d'avoir pris le micro aujourd'hui. Merci. Puis c'est ça la beauté d'une rencontre comme aujourd'hui. On a la chance d'avoir des discussions puis de travailler ensemble afin de trouver des solutions. Merci pour votre commentaire. Je vais passer à une question ici qui est sur le Slido. Première question, Francis, pour toi, s'il vous plaît. Ouais. Les ventes unitaires ont diminué, mais est-ce que les volumes en kilos sont vraiment à la baisse au global? Totalement. Ah ouais, hein? Oui, c'est la même tendance au niveau des volumes unitaires ou des volumes en kilos. Je vais me permettre d'aller à la prochaine. Pourrait-on avoir une idée des catégories essentielles? Vous l'avez abordé un petit peu sur la slide, mais peut-être... Oui, Marie-Hélène, si vous voulez venir me voir par la suite, là, je vais vous donner une copie de l'étude. Mais vraiment, on est vraiment... Les catégories essentielles, surprenamment, les biscuits, les céréales, le pain, le lait, l'huile d'olive, les pâtes alimentaires. On est vraiment pas dans la base, mais on est vraiment... Les consommateurs ont fait une liste qui est historique presque. La sauce piquante, c'est pas une catégorie essentielle. La crème glacée, c'est pas une catégorie essentielle, ça l'est à la maison. Mais par la suite, là, ça me ferait plaisir de vous laisser une copie de... Bien, encore une fois, Francis, tout ce qui est présenté encore ici aujourd'hui, je le souligne pour les gens dans la salle puis à la maison,
québec.ca, sous l'onglet politique bioalimentaire. Vous allez retrouver tous les documents, mais vous pouvez aller voir Francis aussi. Je vais me permettre de poursuivre avec monsieur dans la salle. Présentez-vous, s'il vous plaît, puis ensuite votre question. Oui, Guy Pouliot, vice-président producteur fraises framboises du Québec. Oui. Vous avez mentionné beaucoup de statistiques. J'aimerais ça que vous élaboriez un peu plus sur une. Vous avez dit que 72 des consommateurs étaient prêts à acheter local si c'était le même prix que les étrangers. Je voudrais que vous élaboriez un peu plus là-dessus. En fait, ils ne sont pas prêts à payer plus pour un produit local. On a fait beaucoup d'études avec Aliments du Québec. En fait, les aliments locaux, la performance, ça va très bien quand tu es en promotion, malheureusement. Face à un prix qui est plus élevé, les consommateurs québécois, dans une très grande partie, vont se tourner vers un produit qui est moins cher. Donc, il faut vraiment que le prix soit à côté au niveau des produits. Donc, ça signifie que même si on se vante d'avoir des produits souvent de meilleure qualité, ça demeure le prix qui mène le bal. Ah, totalement. Je n'ai pas de misère à dire ça. Bien, si je peux faire un bond là-dessus, la réalité, c'est lorsqu'on goûte cette différence-là qu'on comprend aussi l'impact de faire un achat local versus un produit qui vient de l'extérieur. Il y a ça aussi, l'importance du consommateur, de comprendre le goût. Ça se passe souvent dans la bouche. Puis ça, c'est pas un discours qu'on entend beaucoup. Moi, je suis en contact avec les gourmandes, les mangeurs directement. Je les vois tous les jours sur le terrain. Et c'est ça, lorsqu'ils goûtent la différence, ça a un impact dans les résultats. Totalement. Merci beaucoup, Francis. Merci. Une bonne main d'applaudissement pour Francis Parisien. Merci pour vos questions, vos commentaires. C'est pertinent. C'est à ça que ça sert une journée comme aujourd'hui. Encore une fois, moi, je vais être la méchante, je vous le dis, là. On n'aura pas le temps de passer tout parce que j'ai un timer en avant. Puis mon chèque de paye en départ. Non, c'est pas vrai. Blague à part, c'est juste pour s'assurer qu'on ait le temps vraiment d'aborder tous les enjeux parce qu'il y a de super belles discussions à venir. Cela dit, c'est le temps de la pause. Profitez-en pour échanger ensemble avant toutefois de vous laisser aller. Je m'excuse, on me parlait à l'oreille. Qu'est-ce que vous m'avez dit à l'oreille? Ah, OK, parfait. Il y a des fruits et légumes. Il y a des fruits et légumes qui nous attendent, justement. On a dit que c'est important d'en consommer plus. Bien, on va aller en consommer plus. C'est offert par le mouvement J'aime les fruits et légumes, notre partenaire de l'Association québécoise des fruits et légumes. Retour à 10h40, s'il vous plaît. Bonne pause, tout le monde.